Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats de la Haute Assemblée. Les sénateurs examinent en ce moment le projet de loi Pacte censé relancer la croissance des PME. Ce texte est très dense, il contient des mesures très diverses et notamment la privatisation de certaines entreprises détenues par l'État, la Société Aéroports de Paris, la Française des Jeux ou encore Engie. Ce texte prévoit également de supprimer le seuil social de 20 salariés qui constituait de nouvelles obligations sociales pour les entreprises. Le Sénat est allé plus loin que le gouvernement en supprimant le seuil de 50 salariés pour le remplacer par un seuil de 100 salariés. Le Sénat a également levé l'interdiction des ustensiles plastiques prévue pour le 1er janvier 2020 et a autorisé l'export de pesticides interdits en Union européenne dans des pays extra-communautaires. Tout de suite, les moments forts de ce débat sur la loi Pacte concocté par Alice Bardot et Nawel Eraji. Alors, l'article 6 bis A, le 4 amendements identiques, le 371, M. Touraine. Oui, il s'agit d'une proposition de la commission spéciale, de la rapporteuse de la commission spéciale, qui tente à faire passer le seuil de 50 salariés à 100 salariés. Ça n'appelle pas d'opposition de notre part, d'opposition forcenée. Ce qui pose problème, c'est le fait, d'une part, qu'il faudrait quand même que la modification des seuils qui sont décidés dans le cadre de ce projet de loi aient fait la preuve de leur efficacité, de leur intérêt, qu'on ait pu vérifier que ça n'apportait pas de conséquences tout à fait regrettables et que ça méritait d'être poursuivi. Avant de décider, parce que là, il s'agit d'une proposition qui, si elle figure dans la loi, nous imposera en 2021 de passer à 100 salariés, quelles que soient les aventures vécues par la modification des seuils cette fois-ci. Donc, ça me semble prématuré. Par conséquent, nous proposons que nous en restions aujourd'hui aux seuils tels qu'ils sont définis et que nous voyons demain, à l'expérience et aux leçons que nous pourrons tirer des modifications, si nous devons aller au-delà ou pas. Merci. Le 657, Monsieur Fabien, Madame Apourceau-Poly, oui. Merci, Monsieur le Président. Alors que l'article 6 a pour objectif de ne retenir que 3 seuils, ceux de 11, 50 et 250 salariés, cet article 6 bis A en généralise un 4e, le seuil de 100 salariés. C'est plutôt ironique, sachant que l'objectif affiché par le gouvernement est l'harmonisation de l'ensemble des seuils. Dans cet article, la modification des seuils est encore l'occasion de porter atteinte aux droits des salariés. En effet, il est prévu de relever à 100 tous les seuils fixés à 50 salariés dans le Code du travail. Autrement dit, toutes les entreprises comprenant entre 50 et 99 salariés seraient soudainement exonérées d'une multitude d'obligations. En droit du travail, le seuil de 50 salariés est central. Il entraîne l'application de règles dans des domaines variés. On peut d'abord citer le droit du travail collectif qui encadre la représentation des salariés dans l'entreprise. Ce droit à représentation serait impacté puisque la mise en place d'un comité social et économique disposant de l'intégralité de ses attributions serait reportée, tout comme l'obligation de nommer des délégués syndicaux centraux d'entreprises et d'établissements. Ces derniers verraient d'ailleurs leurs heures de délégation réduites, alors même que ce temps est nécessaire à l'exercice de leur attribution. L'autre conséquence notable concerne le licenciement pour motif économique. Les entreprises doivent démontrer des difficultés économiques dont la durée dépend de la taille de l'entreprise. La démonstration du licenciement serait facilitée puisque les entreprises entre 50 et 99 salariés n'auraient à démontrer que 2 trimestres de difficultés contre 3 actuellement. On pourrait aussi citer la durée du travail, la formation professionnelle, la santé, la sécurité et les conditions de travail. Une fois de plus, nous nous opposons à ce que les mesures de simplification soient l'occasion de porter atteinte aux droits des salariés. Nous sommes tout à fait en faveur d'une harmonisation des droits des salariés à condition qu'elle soit créatrice de droits. Comme ce n'est pas le cas de cet article, nous vous présentons cet amendement de suppression. Je vous remercie. Merci. Donc, le suivant identique, 739, Monsieur Richard Young.
Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement identique de suppression. La commission spéciale a décidé de relever à 100 salariés l'ensemble des seuils fixés à 50 salariés. C'est ce que nous appellerions un cas de surtransposition. L'article ne semble pas très utile. Le projet de loi Pacte prévoit déjà en son article 6 un délai de 5 ans pendant lesquels les obligations liées au passage d'un seuil à un autre ne s'appliquent pas. Donc, nous proposons de faire fonctionner ce qui vient d'être voté précédemment et ensuite on décidera d'ici quelques années si on doit modifier le seuil de 50 à 100. Merci. L'amendement 903, Monsieur le Ministre. Oui, je ne suis pas sûr que ça arrive très souvent au cours du débat, mais il se trouve que je dépose un amendement au nom du gouvernement identique à celui de M. Young, ça n'est pas surprenant, à celui de M. Turenne, ça c'est un peu plus surprenant, et à celui de M. Gay, c'est... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vous ai dit que nous ne souhaitions pas toucher aux institutions représentatives du personnel, et je le confirme. L'amendement qui a été déposé en commission, qui fait passer de 50 à 100 l'ensemble des obligations, touche profondément aux règles de représentation du personnel dans l'entreprise. Et tout ce qui va avec derrière, c'est le comité économique et social, c'est les règles de calcul de la représentativité. Donc c'est des choses très profondes dans l'entreprise. Nous ne souhaitons pas y toucher. Donc comme M. Young et comme les autres sénateurs, je souhaite que nous revenions sur cet amendement. Merci. Donc l'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais justifier le choix de la Commission du relèvement des seuils de 50 à 100 salariés. Rappelez que dans l'état actuel du droit, ce sont 55 nouvelles obligations sociales et fiscales qui s'appliquent aux entreprises dès lors qu'elles franchissent le seuil de 50 salariés. La dernière réforme du Code du travail avec les ordonnances de septembre 2017 a renforcé ce seuil en relevant près d'une quinzaine d'obligations qui étaient auparavant à 20 salariés. Cette réforme ne devrait donc pas conduire à diminuer le nombre très important d'entreprises qui se situent à 48-49 salariés dans notre pays, c'est-à-dire 1,8 fois plus important qu'en Allemagne, d'après l'enquête IFO, qui est d'ailleurs citée dans l'étude d'impact. Le seuil de 50 salariés constitue en effet un frein à la fois économique, financier et psychologique pour les entreprises. C'est un frein économique. L'instauration d'IRP nécessite de se doter d'une DRH, alors même que le dialogue direct entre le chef d'entreprise et ses salariés est possible sans besoin d'être institutionnalisé. C'est un frein financier. Outre l'adaptation organisationnelle et managériale, le passage à 50 entraîne un certain nombre d'obligations fiscales reposant sur l'ensemble de la masse salariale. Le coût d'un emploi supplémentaire ne se résume pas au coût marginal du dernier salarié arrivé. Et un frein psychologique, le changement de dimension lié à l'adaptation de la structure de l'entreprise peut faire craindre aux dirigeants une perte de contrôle de son entreprise. D'après ce que nous ont dit les économistes entendus lors de notre table ronde, c'est à partir de 70 salariés que les entreprises doivent commencer à se doter d'un encadrement pour suivre la production, les ventes, la gestion du personnel. Relever le seuil de 50 à 100 salariés, c'est donc offrir la possibilité aux entreprises de se doter, quand elles le jugent pertinent, de ces infrastructures. Donc c'est un avis bien sûr défavorable à la suppression de cet article, mais Monsieur le Ministre, néanmoins, j'ai bien entendu votre ouverture par laquelle vous nous dites que vous pourriez étudier la possibilité d'un seuil de 70 tout en conservant les IRP. Donc moi je reste également très réceptive à cette proposition. Merci. Donc est-ce que j'ai des explications de vote, Monsieur Gay? Merci, Monsieur le Président. Vous voyez, Monsieur le Ministre, ça fait du bien de parfois venir sur des positions comme les nôtres. Essayez plus souvent, vous allez voir. Non, plus sérieusement, on a une question autour du syndicalisme dans l'entreprise. Pour moi, ce n'est pas un gros mot. Y compris
il faut le dire, être syndicaliste aujourd'hui dans une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons un taux de syndicalisation en France entre 7 et 8%. Parce que je rappelle que dans un certain nombre d'entreprises, il y a une répression syndicale et parfois elle est féroce. Mais encore plus, plus l'entreprise est petite, plus c'est parfois complexe. Et donc là, c'est un mauvais coup qui est porté, qu'on relève de 50 à 100 salariés pour avoir un représentant syndical, un local syndical, etc. Ça veut dire qu'on va avoir, je le dis comme ça, dans les entreprises de moins de 100 salariés, où déjà c'est compliqué, une espèce de no man's land pour les salariés eux-mêmes. Un salarié eux-mêmes. Donc, moi je me réjouis qu'il y ait 4 amendements de suppression, nous allons voter les 4, mais je demande que vraiment on prenne encore le temps. Et je reprendrai, pour ne pas finir trop long, mais ce qu'a dit tout à l'heure ma collègue Laurence Cohen. Depuis 14h30, nous débattons sur des nouveaux droits pour les entreprises. Très bien. Mais une entreprise, c'est un patron, c'est une direction. Mais c'est aussi des salariés, un savoir-faire, des machines-outils, un territoire. Et donc, je vous le dis comme ça, nous allons avoir 195 articles. On ne pourra pas avoir 195 articles où nous débattons ici de libérer l'entreprise et d'avoir toujours plus de droits pour l'employeur et aucun droit nouveau pour les salariés. Mais ce n'est pas tenable, surtout dans le moment politique dans lequel on est. Donc je demande bien qu'on pèse ce qu'on est encore en train de voter là. C'est un recul majeur pour le droit des salariés avec ce nouvel article. Donc j'appelle chacune et chacun évidemment à voter ces amendements. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'explication de vote? Monsieur Lalande. Mes chers collègues, d'abord, les salariés ne sont pas les ennemis des entreprises. Et favoriser le dialogue, permettre peut-être que cette loi Pacte permette un jour simplement de considérer qu'il n'y a pas d'un côté des chefs d'entreprise et de l'autre côté des salariés, mais une entreprise. Et une entreprise, ce sont des partenaires. Les salariés en font partie. L'organisation du travail chez nous fait qu'il leur faut des représentants, ce qui permet de faire du dialogue, ce qui permet d'ailleurs de construire des structures, ce qui permet de débattre de l'intéressement, ce qui permet de débattre de plein de choses avec des salariés parce qu'ils ont des représentants. Quand on n'a pas ce système, on va dans la rue et on se met autour des ronds-points. Donc, mettre des seuils alors qu'il faut représenter les salariés, ouvrir le dialogue. Moi, je pense que, si vous voulez, les propositions qui sont faites, tant d'ailleurs par le gouvernement que par les bancs, c'est simplement un appel à l'entreprise et pas opposer salariés et employeurs. Simplement considérer que des représentants qui ont été élus, qui quelque part peuvent apporter à l'entreprise, sont nécessaires. Et moi, non seulement nous soutiendrons, mais je vous appelle simplement à être dans les pas d'un vrai dialogue avec tous les partenaires qui composent l'entreprise. Merci. Monsieur Lurel, vous souhaitez la parole? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous venez d'affirmer que ça ne vous arrive pas souvent de nous rejoindre. Nous avons une orientation différente de la vôtre et pourtant on peut se retrouver. Il y a quelques passerelles et comme si on est sur deux rives différentes, mais on peut faire la moitié du chemin. J'estime, après ce que nous venons de voter, la majorité sénatoriale, il y a un moment qui a donné un coup de fouet dans l'hémicycle. Nous tombons, si j'ose dire, sous la sentence de Talleyrand. C'est pire qu'un crime, c'est une faute, ce qu'on a fait sur les locaux syndicaux. On va y ajouter là un relèvement de seuil à 100 €, comme si l'entreprise était un espace sans règles, une chose inanimée qui n'a pas d'âme, alors que dans l'esprit de ce texte, il y a une raison d'être que nous voulons insuffler à l'entreprise. Il y a même des entreprises à mission. On veut en faire de l'économie positive. On peut se greffer sur ce que vient de dire mon collègue Lalande. Là, c'est comme si toute obligation était contre-productive.
on ne peut pas concevoir l'entreprise sans règles. J'avoue qu'il ne faut pas ajouter des fautes à des fautes et que, eh bien oui, j'espère que mes collègues de la majorité vont comprendre cela et ne voteront pas cet amendement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? D'accord, rectification de dernière parole. Est-ce qu'il y a d'autres explications? Monsieur le ministre. Et pardon de reprendre la parole rapidement. Je voudrais, là encore, comme je l'ai fait pour le relèvement du seuil sur le local syndical, bien attirer l'attention des sénateurs sur ce que représente ce relèvement de 50 à 100 salariés sur les seuils de code du travail. Que chacun mesure bien ce qu'il va voter, le message qu'il va adresser à tous les salariés français et à toutes les organisations syndicales. Vous touchez le licenciement économique, la durée du travail, la formation professionnelle, la sécurité, les conditions de travail. C'est tout ça qui est modifié par votre vote. Je veux simplement que chacun le mesure. Quant à ce que disait le sénateur Gay tout à l'heure, je tiens à rappeler que dans ce texte, il y a évidemment des mesures qui sont faites pour faciliter la vie des entreprises, leur permettre de grandir. Il y a aussi toute une série de mesures pour les salariés. L'intéressement et la participation, c'est pour les salariés. L'épargne salariale, c'est pour les salariés. Et l'augmentation du nombre de salariés dans les conseils d'administration, c'est pour les salariés. Donc, merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, je vous indique que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission sur les amendements 371, 657, 739 et 903. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Donc le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 343. Pour l'adoption 134, contre 209. Donc le Sénat n'a pas adopté. Monsieur Cardou, également un sous-amendement à cet amendement. Mais c'est le même amendement, le même sous-amendement que je viens de défendre, puisque plusieurs sénateurs avaient pris l'initiative de déposer un amendement sur ce texte. Donc j'ai sous-amendé dans les mêmes termes et pour les mêmes motifs les amendements de nos collègues. Un amendement 120 rectifié bis, c'est Madame Vermeillet qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Cet amendement est quasiment identique à celui de Madame la rapporteure et je la remercie de l'avoir déposé. J'ajouterai simplement qu'au-delà du souci de libérer les entreprises françaises des contraintes qui ne s'appliqueront pas à leurs concurrentes européennes, je souhaite signaler que cet amendement permet aussi d'éviter des conséquences financières très lourdes et imprévues pour toutes les collectivités concernées par l'usage de ces plastiques. Merci. Merci. Un amendement 310 rectifié, Monsieur Longeau. Merci Madame la Présidente. Je serai relativement bref parce que c'est le même amendement que ma collègue Sylvie Vermeillet et qui était très bien défendu. Merci. Un sous-amendement, Monsieur Cardou. Il est défendu. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur l'ensemble de ces amendements? Alors, j'ai envie de vous dire que tous ces amendements vont dans le même sens et on peut s'en réjouir, mais ils ont des modalités qui sont diverses. Je voulais vous préciser que les sous-amendements 934, 935, 936, 942, 43, 44 ont été déposés après la réunion de la Commission. Je ne pourrai donc m'exprimer qu'à titre personnel les concernant. L'amendement 310 ne peut pas être retenu parce qu'il n'est pas conforme à la directive sur la date qui propose 2022 et non 2021, ce que propose d'ailleurs mon amendement et celui que l'on partage avec certains de mes collègues. Tout comme sur le champ des produits interdits, puisqu'il n'y a pas les assiettes partiellement composées de plastique et parce qu'il revient partiellement aussi cet amendement sur la loi de 2015 en élargissant l'exception pour les gobelets et les verres compostables. Les amendements 120 et les sous-amendements 935 et 942 sont également contraires à la directive sur la date.
Les sous-amendements 921, 934, 944 me semblent eux aussi contraires à la directive puisqu'ils prévoient une exception pour les couverts compostables non prévus par le droit européen. Je dois vous dire que j'ai moi-même été sensibilisée aux difficultés industrielles qui ont été posées, en particulier l'interdiction des couverts en plastique à très brève échéance. Je connais bien le cas de cette entreprise du Loiret dont nous a parlé M. Cardou. Malgré ma réserve sur la compatibilité avec le droit européen, je m'en remettrai donc à titre personnel à la sagesse du Sénat sur ce sous-amendement 944 qui prévoit une exemption limitée dans le temps pour les couverts compostables et biosourcés. Les sous-amendements 936 et 943 reviendraient quant à eux sur des interdictions qui sont prévues par la loi de 2015 en élargissant des exceptions prévues. Comme je vous l'ai dit, nous avons choisi de ne revenir que sur la loi Egalim, ce qui est déjà allé assez loin. L'amendement 777 rectifié était identique à l'amendement de la Commission lorsque nous l'avons examiné en commission. Depuis, cet amendement a intégré une modification, je crois, souhaitée par le gouvernement, qui maintient l'interdiction au plastique pour le service dans les cantines. Le gouvernement estime donc que le délai prévu permettra aux gestionnaires de s'adapter, mais c'est bien l'opportunité d'une telle interdiction qui paraît très excessive au regard de l'état des connaissances scientifiques que nous contestons. Donc, je vous résume, j'émets un avis défavorable à tous ces amendements en demandant à mes collègues de se rallier à l'amendement du rapporteur, à l'exception du sous-amendement 944 où je vous redis que j'émets un avis de sagesse. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames les rapporteurs, le gouvernement propose de retenir l'amendement 777 qui effectivement permet de prendre en compte, d'aller vers l'idéal tout en comprenant le réel. Je reprends votre formulation, c'est-à-dire qui s'ajuste à la directive qui va être probablement publiée au mois d'avril prochain, prend le délai de mise en œuvre de 2021 qui nous paraît être celui qui correspond à cette directive et colle à la rédaction de cette directive. S'agissant des sous-amendements qui sont proposés, donc 943, 777, 936, 935, 934, nous sommes avis défavorables car ces amendements nous semblent, dans notre lecture de la directive, contraires au texte de la directive. En particulier, il faut que les matériaux soient à la fois biosourcés et compostables. Il y a bien le « et » dans la directive. Et deuxième élément, il y a bien une liste qui établit que les couverts jetables constituent des exceptions et doivent bien être retirés de la circulation. Et c'est pour ces raisons que nous émettons un avis défavorable et nous suggérons un avis de retrait aux amendements 932 et 120 et 310. 310. Vous mettez au voie le 943 sous-amendement. Oui. Bien. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Gay. Monsieur Sueur. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, je voterai contre l'ensemble de ces amendements. Mais je reconnais que nos collègues ont tout à fait le droit de les poser. Mais je reviens sur le rappel au règlement. Je suis désolé. C'est des articles additionnels, des amendements qui concernent des dispositions que nous avons adoptées ensemble lors de la loi Egalim il n'y a pas des années. C'était cet été. Donc je considère tout à fait d'accord. Mais je vous reconnais le droit de les déposer. Mais je ne comprends pas comment ceux-là peuvent être déclarés recevables et que tous ceux dont j'ai parlé, sur le droit social, les locaux syndicaux, dont même monsieur le ministre a répondu et a dialogué avec nous pendant plus d'1 heure. Puis, j'ai
viens de m'apercevoir que des amendements pour l'encadrement des rémunérations ou la transparence des rémunérations des chefs d'entreprise, dont même le ministre s'est déclaré favorable, viennent eux aussi d'être déclarés irrecevables. Je le redis avec force, j'entends votre argumentation, Madame la Présidente de la Commission. Je connais d'ailleurs aussi bien notre Constitution et notre règlement et l'article 48 que vous avez cité, mais je dis attention, parce qu'au moment où une grande réforme de la Constitution se prépare et où le droit d'amendement pourrait être mis à mal, on ne peut pas dire il faut défendre le Sénat, défendre le bicamérisme et nous-mêmes scier la broche sur laquelle nous sommes assis et frapper plus de 100 ou 150 membres d'irrecevabilité. Je nous réinterpelle collectivement. Il y a un climat social qui, sur un certain nombre d'amendements qui sont transpartisans, par exemple sur la question du partage de la valeur sur le titre 3 avec monsieur le rapporteur, monsieur Canvet. On va parler d'intéressement et participation, mais pourquoi parlerons-nous pas de salaire, d'augmentation de salaire? Après, si nous sommes battus, c'est la démocratie. Mais je le redis, il faut que nous ayons ces débats. Et franchement, je nous réinterpelle là. Pourquoi cela, tous ces articles additionnels sur des dispositions que nous avons votées il y a quelques semaines sont déclarés recevables et qu'un certain nombre d'amendements qui sont pile poil dans le sujet sont, eux, touchés de l'irrecevabilité. Et là, j'attends non pas une réponse constitutionnelle ou technique, mais une réponse politique. Et je redemande que notre commission se réunisse pour réexaminer l'ensemble de ces amendements déclarés irrecevables de l'ensemble des groupes. Je vous remercie. Monsieur Cigolotti, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'ai l'impression que notre discussion de ce début d'après-midi risque d'être assez similaire, non pas au débat que nous avons eu sur Egalim, chers collègues, mais au débat que nous avons eu au moment de l'examen du texte sur la transition énergétique. En effet, nous évoquions à l'époque la problématique des sacs plastiques à usage unique, des films de routage. Nous évoquons aujourd'hui les gobelets, les pailles, etc. Mes chers collègues, je pense très sincèrement qu'il faut que nous arrêtions ce que j'appelle et ce que nous sommes un certain nombre à appeler le plastique bashing. Je suis élu d'un département, la Haute-Loire, où le secteur de la plasturgie génère plus de 2000 emplois. Dans ma région, dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, chère à Madame la rapporteure, ce sont plus de 500 entreprises qui interviennent dans ce secteur d'activité de la plasturgie. Ce sont des industriels qui ne cessent de faire évoluer leurs process grâce à la recherche et au développement, notamment sur le biosourcé, largement évoqué. Ce sont des industriels qui sont conscients des enjeux environnementaux, mes chers collègues, qui développent des filières de valorisation et de recyclage. Ce sont aussi des entreprises qui recrutent des opérateurs, mais également des techniciens de très haut niveau. Alors, de grâce, Madame la Ministre, à la veille d'une énième directive européenne, laissons le temps à cette activité de pointe de s'adapter. Vous l'aurez compris, je voterai l'amendement de mon collègue Cardou. La parole est à Monsieur Savary pour explication de vote. Oui, merci Madame. Moi, je crois qu'il faut opposer personne, effectivement, en ce qui concerne ces ingrédients à base de plastique. Mais j'aimerais avoir la définition du mot plastique. Parce qu'avant, les plastiques, c'était forcément issu de la pétrochimie. Maintenant, les plastiques ne sont pas forcément issus de la pétrochimie, puisqu'on fait des plastiques biosourcés par rapport à ces plastiques pétrosourcés. Et les avancées sont tout à fait significatives, puisqu'on arrive même à faire des petits plats pour les aliments purement biodégradables. Il y a des écoles d'ingénieurs en emballage et conditionnement qui sont spécialisées par cela. Donc il faudra un certain temps, et je comprends tout à fait les difficultés exposées sur le territoire de la Haute-Saône, il faudra un certain temps avec Haute-Loire, merci, il faudra un certain temps pour que les industriels qui ont toujours travaillé le plastique à base de pétrole travaillent le plastique à base de produits biosourcés. Il y a encore un peu de temps avant que tout ça soit réellement efficace. Mais on va dans le bon sens. Et il y a une économie tout à fait importante qui valorise justement ces produits-là. C'est ce qu'on appelle la bioéconomie. Donc tranquillement, il faut réussir la transition entre cette pétroéconomie
vis-à-vis de la bioéconomie. Mais ce n'est pas en claquant des doigts ou en prenant des mesures que du jour au lendemain, on va se retrouver à avoir là aussi une révolution industrielle qui s'est exprimée en détruisant des emplois avant d'en construire. C'est pour ça qu'il faut quand même être prudent. Et je pense que l'amendement de M. Cardou amène une certaine prudence, peut-être unir tout le monde pour essayer d'aller progressivement vers cette transition que l'on réclame tous, mais il faut qu'elle soit là aussi compréhensible par les industriels, parce qu'on voit bien que quand on prend des décisions qui ne sont pas comprises par la population, quand elles s'adressent à la population, on a un effet contre-productif. Sur le plan industriel, sur le plan des emplois, c'est pareil. La parole est à Monsieur Sueur pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Je voulais, Madame la Présidente, Madame la Ministre, à titre personnel, soutenir l'amendement 944 de notre collègue Jean-Noël Cardou. Pourquoi? Mais oui, alors vous dites et départemental. Eh bien, nous appartenons au même département, nous représentons la nation, ici, en tant que parlementaires, et nous sommes élus d'un département. Et dans ce département, nous pourrions nous retrouver demain avec 120 salariés qui n'ont plus de travail et à quels nous allons dire, chers amis, il faut participer au grand débat. Non mais c'est sérieux. Et nous n'avons aucune honte à défendre la situation de 120 salariés dans notre département et de 500 salariés dans toute la France. Nous sommes, bien entendu, très attachés, et nous le sommes tous, mais nous le sommes de plus en plus, à la défense de l'environnement et à toutes les mesures qui sont proposées. Mais je vous remercie, Madame le rapporteur, d'avoir défendu une position de sagesse, d'autant plus que nous n'avons pas forcément à anticiper les règles européennes. Mais notre position est simple, elle est celle qui a été déjà exprimée. Nous sommes pour tous les progrès en faveur de l'environnement, mais nous rappelons, Madame la Présidente, que dans l'environnement, il existe aussi l'espèce humaine et que cette espèce humaine, elle a besoin de travailler et que le fait d'avoir un travail n'est quand même pas quelque chose de négligeable. Voilà. Par conséquent, nous sommes tout à fait d'accord, et plusieurs d'entre vous, mes chers collègues, ont cité cette fameuse phrase de Jean Jaurès qui a parfois servi à défendre quelques reculs. Mais enfin, lui, il a dit il faut aller vers l'idéal et comprendre le réel. Eh bien, le réel, c'est qu'il faut faire la transition en gardant les emplois et, si possible, en créant de nouveaux emplois. Donc, ce que nous proposons, c'est tout simplement ce que propose notre collègue Jean-Noël Cardou, c'est une disposition de transition afin de prendre en compte la réalité des salariés, des emplois, tout en faisant tout ce qui doit être fait pour aller vers l'objectif de respect de l'écologie et de l'environnement auquel nous sommes attachés. Mais vous savez, l'écologie contre l'emploi, ce n'est pas quelque chose qui serait bien perçu et bien défendable, Madame la Présidente. Je pense que vous l'aurez compris. Merci. La parole est à Monsieur Longeau pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'écoute beaucoup de choses dans ce débat, mais je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris. Je ne sais pas si vous avez tous et toutes un jour écouté un sketch de Coluche sur les lessives. Et Coluche disait on veut laver plus blanc que blanc. Et plus blanc que blanc, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être gris clair. Eh bien, ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut essayer de laver plus blanc que blanc en disant, effectivement, les directives européennes sont celles-ci, mais nous, on va aller mieux, on va les faire plus loin. Et on va faire plus loin, et quelles en sont les conséquences? Les conséquences, elles sont simples, parce que moi, je vais vous donner ce qui se passe sur mon territoire. Commune de 4200 habitants, il y a une entreprise dont le PDG a monté cette entreprise il y a maintenant 40 et quelques années, qui a débuté tout seul dans son garage avec une machine et un client, et qui aujourd'hui est le numéro 1 européen de l'emballage plastique, et qui a 2600 collaborateurs. Et ces 2600, et il appelle des collaborateurs, il n'appelle pas, il les soutient et
Et je peux vous dire que ça se passe bien chez lui. Et ces collaborateurs, eh bien, si jamais nous ne rectifions pas, parce que c'est rectifier l'amendement, ce n'est pas supprimer l'amendement qui a été voté dans la loi Egalim. C'est simplement le rectifier et donner un peu de temps au temps et un petit peu de délai, ce qui est complètement différent. Eh bien, si jamais nous ne votons pas ça, eh bien, c'est 1000 emplois, puisqu'il a 1000 emplois en France, qui seront supprimés, et il gardera 1600 emplois en Espagne, au Portugal, dans les entreprises qu'il a en Europe. Alors, bravo, je pense qu'effectivement, on peut lier à un moment donné l'écologie, on peut effectivement, et quand on reprend quand même cette loi Egalim, et qu'on reprend les propos, vous pouvez les lire, les propos de l'auteur de la loi dans Process alimentaire, voilà ce qu'il dit. J'ai demandé à mon collaborateur, d'abord c'est le collaborateur, de déposer un projet de loi qui interdise tout ce qu'il jugeait utile d'interdire à son sens. C'est-à-dire que c'est le collaborateur qui décidait, je juge que ça, il faut l'interdire, moi, parlementaire, je juge rien, sans restriction. L'idée, et ça, c'était bien, ça, cette phrase est bien, l'idée était de titiller les esprits, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je n'avais pas idée qu'il allait être adopté en l'état. Or, il l'a été. Donc vous voyez, même l'auteur de cet amendement sur la loi Egalim se pose un certain nombre de questions. Moi, je crois qu'ici, dans cet hémicycle, il ne faut pas qu'on s'en pose et que nous accordions des délais. Et donc, je retirerai mon amendement, mon sous-amendement 943-942 au profit de l'amendement 944 de M. Cardou. Mes chers collègues, à cet instant, il me reste encore 8 demandes d'explication de vote et la parole est à Madame Sollogoub. Juste pour la... Merci Madame la Présidente, vous me mettez la pression aussi, je serai très rapide. Il se pose, à mon avis, enfin j'ai du mal avec les amendements où nous avons toute une liste d'objets qui deviendraient absolument toxiques et dans le viseur de l'opinion publique. Parce que le problème, c'est pas de savoir si c'est une paille, une touillette, un gobelet ou une assiette. Nous avons tous finalement l'envie de défendre l'entreprise de proximité qui fabrique soit l'un ou soit l'autre. Dans la Nièvre, moi, c'est des pailles. Voilà. Mais le problème, c'est pas la paille. Le problème, c'est en quoi elle est fabriquée. Donc c'est vrai que moi, personnellement, je pourrais pas voter pour un amendement où on a une liste d'objets, parce qu'à mon avis, on se trompe de sujet. Le seul problème, parce qu'on pourrait avoir à la limite une paille en paille, hein, comme ça existait avant, le problème, c'est pas d'interdire les pailles, le problème, c'est des matières, c'est des matériaux. Et en effet, il faut absolument n'autoriser plus que les matériaux qui soient soit compostables, soit composés de matières biosourcées. Donc c'est vrai que je m'écarterai de toutes ces listes à la Prévert qui seront forcément injustes, incomplètes, imparfaites et finalement n'obtiendraient pas de résultats satisfaisants pour aller vers un amendement qui ne traite vraiment que du vrai sujet qui est le problème de la matière. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Gontard pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, c'est déjà un petit peu surréaliste de refaire Egalim ici et le lien qu'il peut y avoir avec ce texte. Mais bon, allons-y. Il me semble quand même que ça a été rappelé qu'il y a une urgence. Il me semble qu'il y a une urgence climatique, il y a une urgence sur l'écologie. Il me semble de regarder un petit peu l'état des océans. Alors je veux bien, on nous dit il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. N'empêche qu'à un moment, il faut peut-être agir. Et il me semble que le moment, il est venu d'agir. Vous parlez des entreprises. Il me semble que les entreprises, on vous a écouté, c'est depuis 30 ans, depuis 40 ans, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on continue, on les emmène dans le mur. Il me semble que notre responsabilité, on a parlé aussi de faire de la politique. Et je pense qu'on est là, effectivement, pour faire de la politique et pour donner des orientations. J'ai un exemple sur les gaz de refroidissement qui était le fréon, je me souviens, gaz pour le trou de la couche d'ozone. Je me rappelle de ce débat. On nous disait que la chaîne du froid allait être coupée, que ça allait être terminé, qu'on n'aurait plus de frigidaire dans nos cuisines, que ça allait être fini, que les entreprises allaient couler. On voit bien qu'il y a eu une interdiction, il y a eu un courage politique et qu'on a trouvé immédiatement des solutions et on voit bien qu'on s'en est sorti. Je ne parle pas de l'amiante, je ne parle pas de tout ce qui a amené à ça. Donc à un moment donné, il faut juste avoir ce courage. Je vous rappelle que ce courage, il est aussi pour nous, pour nos enfants et pour l'ensemble de la population. Puisque quand on boit un verre d'eau, on ingurgite je ne sais combien de matières plastiques. Quand on mange un poisson, c'est 11 000 ingrédients de plastique par an. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop.
Et il me semble que c'est notre responsabilité ici. Donc moi, j'aurais que ça à rajouter. On peut toujours repousser, on pourrait toujours dire on fera mieux, il faut laisser du temps. En plus, les entreprises, et celles qui sont innovantes, et celles qui ont bien vu les choses, elles se sont avancées. Là, on a une filière, je travaille avec la filière Chanvre par exemple, qui travaille sur le bioplastique, qui travaille sur notamment les tableaux de bord des voitures Renault. Donc on voit qu'il y a des solutions. Sauf qu'à un moment, la décision politique, c'est à nous de la donner et c'est à nous de dire qu'il faut passer à autre chose et à ne plus laisser de plastique sur les tables. Merci. La parole est à Monsieur Dubois pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je pense que finalement, globalement, on est tous à peu près d'accord. On ne fait que discuter finalement sur une problématique de délai. Est-ce qu'on a suffisamment de bon sens à un moment donné pour permettre à des entreprises, à une filière, ce matin effectivement, comme le disait la Présidente de la Commission des Affaires économiques, on a reçu le Président de France Industrie. On a d'ailleurs eu ce débat. Ouais. On a eu ce débat ce matin et ce qui apparaissait étonnant dans cette problématique, c'est qu'on se posait la question, alors qu'il y a une filière, il y a 18 filières en France, il y en a une dans ce domaine, est-ce qu'elle a été interrogée? Est-ce qu'on a travaillé avec la filière sur cette problématique? Première question. Est-ce qu'on a travaillé avec les REP sur cette problématique? Finalement, est-ce qu'on s'est donné un peu de temps pour bâtir un objectif, se donner quelques temps et quelques délais pour faire en sorte que finalement l'industrie française ne soit pas pénalisée et surtout en évitant une nouvelle fois de surtransposer. Alain Châtillon l'a dit tout à l'heure, il faudrait peut-être que l'on se batte sur la directive et que finalement on fasse en sorte que la position française, si c'est une position équilibrée, eh bien que cette position soit retenue et non pas finalement toujours tout accepter. Donc donnons un peu de temps tout simplement à nos industriels pour s'adapter, puisque sur les objectifs, globalement, on est tous d'accord. Donc je voterai naturellement l'amendement de M. Cardou. La parole est à M. Canevet pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. J'ai souhaité intervenir suite à l'intervention tout à l'heure de notre collègue Fabien Gay qui s'étonnait qu'il puisse y avoir éventuellement un traitement différencié entre tel ou tel sujet qui soit évoqué. Non, il n'y en a pas. Dès lors qu'un texte évoque la croissance et la transformation des entreprises, il ne me paraît pas anormal qu'une majorité de sénateurs qui mettent en doute une partie de textes qu'on a pu voter antérieurement sur l'impact économique qu'il pourrait avoir pour un certain nombre de filières, se posent la question de savoir si, sur un texte économique, il n'est pas illogique de remettre en cause un certain nombre de choses. Et c'est le sens de ce qui est proposé ici, de considérer que nous avons été un certain nombre à nous dire que les décisions qui avaient été prises antérieurement ne nous paraissaient pas conformes à la question du maintien et du développement de l'emploi de notre pays, qui est bien l'objectif poursuivi par ce texte. Et tout à l'heure, notre collègue Fabien Gay a évoqué notamment l'article 57 qui traite de l'épargne salariale en nous disant le groupe CRCE va se faire supprimer ou un certain nombre d'amendements vont être considérés comme irrecevables sur cet article. Oui, sur le texte relatif à l'épargne salariale, les amendements qui ont été déposés par le groupe et qui portent sur le SMIC ou sur le licenciement ne me paraissent avoir aucun lien avec l'objet de l'article 57. Donc il paraît logique que dès lors, ils soient considérés comme irrecevables. Et j'espère que c'est ainsi que la Commission les traitera, parce qu'il faut qu'on ait un lien avec le texte ou qu'une grande majorité d'entre nous considère que cela a vraiment un impact important pour l'économie de notre pays. La parole est à M. Marchand pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente. Merci. Nous voyons bien que nous sommes sur un sujet passionnant et passionné où chacun effectivement détient sa vérité, mais la question fondamentale, c'est effectivement comment fait-on rimer transition écologique et impératif économique. Et en l'occurrence, cette date du 1er janvier 2021, telle qu'elle vous est proposée dans l'amendement 777, ne tombe pas du camion. C'est une date qui a été portée, je le rappelle, dans le cadre d'une décision historique au niveau de l'Union européenne, donc qui a fait l'objet d'un accord en trilogue et où la France a eu un rôle éminemment important à jouer. Mes chers collègues, il faut que vous
vous intégriez le fait que cette décision de 2021, ça se fait aussi dans le cadre d'une relation permanente avec les entreprises, puisque nous avons la chance dans ce pays de bénéficier d'entreprises, d'un tissu de PME et d'ETI qui, dans le domaine du plastique, sont aujourd'hui sur des filières de plus en plus innovantes. Et quand vous discutez, ce qui est le cas dans mon département du Nord avec des entreprises, elles me disent, monsieur le sénateur, le 1er janvier 2021, nous serons prêts. Par contre, il est illusoire de penser que nous serons prêts en 2020. L'amendement de monsieur Cardou, que je peux entendre, le répond, lui, je pense, à une problématique tout à fait particulière, qui est celle des couverts en plastique, et notamment des couverts en plastique qui sont ceux utilisés dans une grande compagnie aérienne nationale, par une société qui effectivement les fabrique et effectivement fait preuve d'excellence dans ce domaine, mais nous sommes vraiment sur un sujet très très particulier qui, lui, nécessite le compostage industriel, puisque les couverts en aviation sont à usage unique et depuis effectivement quelques directives relatives à la vache folle doivent être brûlés, incinérés dès lors qu'ils ont été utilisés. D'où la particularité de cet amendement. Je rappelle aussi que sur cet amendement 777 a été sorti tout ce qui a trait aux cantines et notamment l'utilisation des plastiques, qu'il s'agisse de la réchauffe ou le service, avec là aussi du temps qui est donné au temps, puisque les collectivités vont pouvoir bénéficier de plusieurs années pour s'adapter. Merci. La parole est à monsieur Gabouty pour explication de vote, Monsieur le Président. Bien, merci Madame la Présidente. Simplement pour dire que moi je voterai aussi l'amendement de Monsieur Cardou, mais dans cette affaire j'ai plus peut-être d'interrogation que de certitude. Je demande le droit au doute, non pas sur l'amendement de Monsieur Cardou, mais sur la manière dont nous abordons le problème. D'abord parce que le mot transition a un sens. Transition, ça veut dire gérer un changement de système dans le temps. Sinon, ça serait quelque chose de brutal. Donc c'est un amendement qui va tout à fait dans ce sens. Mon interrogation va sur la manière dont on aborde les problèmes du plastique. Je ne vais pas refaire le débat en la matière de la loi Egalim, mais le plastique dont la prolifération est effectivement néfaste pour la santé, ou peut-être néfaste pour la santé et pour l'environnement, ça me paraît évident. Mais le problème n'est pas vraiment la fabrication. Le problème, c'est le recyclage et la difficulté qu'a en particulier ce produit en termes de collecte, qui est beaucoup plus difficile que la collecte d'autres matériaux recyclables. Et puis, même sur le fond, en termes de production, je me suis toujours interrogé, est-ce qu'il est préférable d'utiliser des sous-produits pétroliers pour faire du plastique ou d'utiliser des dizaines, des centaines, des milliers d'hectares pour faire du maïs, puisque aujourd'hui le substitut au polyéthylène est un produit qui est fait à base d'amidon de maïs. Sur le plan écologique, je pose la question, je n'ai pas de certitude, mais je m'interroge quand même beaucoup sur l'utilisation de certaines cultures consommatrices d'eau en termes écologiques par rapport à des sous-produits qui de toute façon sont là, sinon il faudrait interdire et l'essence et le gasoil. Donc je pense que ça mérite effectivement une réflexion. Et puis la deuxième réflexion qui est plus générale, c'est par rapport effectivement, ça vient d'être évoqué par Michel Canevet, à l'utilisation en termes d'irrecevabilité de l'article 45, sur l'application duquel je m'interroge aussi, je n'ai pas de certitude, mais il me semble, et je ne veux pas venir au secours de M. Fabien Gay, il est capable de se défendre tout seul, mais il y a effectivement un certain nombre d'amendements qui ont été déclarés irrecevables, qui peuvent avoir lié à la rémunération des dirigeants, qui ont un impact sur la base de calcul de l'intéressement, donc je pense qu'il y a effectivement un lien. D'autres amendements qui ont été déclarés irrecevables sur la commande publique, qui est un des thèmes qui est abordé dans la loi PAC de manière très précise, en termes de dématérialisation et en termes d'avance. Pourquoi ne pas améliorer les processus de commande publique alors que ces amendements ont été rejetés? J'ai quelques interrogations quand même en la matière. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Daudigny pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'ai entendu et écouté avec beaucoup d'attention les argumentations contre les rejets, pour la suppression des rejets de matières plastiques dans notre environnement et en particulier dans la mer. Mais dans le même temps, pourrait-on dire, je représente ici un territoire où des entreprises seront directement impactées par ces mesures. Il s'agit d'entreprises qui sont dynamiques, prêtes à la reconversion et qui envisagent donc d'autres activités, ou en tout cas une activité sous d'autres formes. Les transitions industrielles demandent du temps et un impact brutal pourrait venir
considérablement détruire encore des situations sur des régions où le chômage est aujourd'hui très élevé. Je serai donc favorable à des amendements qui viseraient à ce que le calendrier d'application en France soit le même que le calendrier d'application européen, de façon à ne pas créer dans ce domaine une distorsion de concurrence. Je vous remercie. Et la parole est à Monsieur Chassaing pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Donc, si vous voulez, il faut reprendre un petit peu ce qu'a dit M. Chatillon. Actuellement, en France, on a à peu près 13% d'emplois industriels, 26% en Allemagne. Et dans tous les domaines, c'est par l'emploi industriel qu'on arrivera à résoudre nos problèmes de dette, de santé. Donc, quel est l'objet de cet amendement? Il est très modeste. Je pense qu'il faut donner des orientations, mais être raisonnable. Je pense que c'est pareil dans la transition énergétique. Il y a eu la COP24 en Pologne. Ben, ça n'a pas de rapport avec ça, mais 85% de la production électrique en Pologne est faite avec le charbon. Et nous, on a 4 centrales à charbon, on en fait toute une histoire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les supprimer, mais il faut le faire avec raison. Eh bien, dans ces productions, c'est la même chose. Dans cet amendement de 934 de M. Cardou, eh bien, c'est avec la recherche qu'on pourra récemment trouver la façon de biodégrader ces matériaux, développer l'emploi. Il faut donner des délais aux entreprises, pas vouloir laver plus blanc que blanc. Et sinon, c'est les entreprises européennes ou en dehors de l'Europe qui apporteront nos produits et nous, on perdra des emplois. Donc, je suis bien sûr favorable à l'amendement 934. La parole est à Madame Lamure, rapporteure de la Commission. Quelques mots au terme de ce débat pour vous dire essentiellement deux choses. Tout d'abord, sur la question de la recevabilité de ce sujet. Je crois quand même que dans le titre même de ce texte de loi, nous avons bien croissance et transformation des entreprises. Et ce dont nous parlons sur ce sujet, c'est pas d'une ou de quelques entreprises, c'est de toute une filière industrielle, comme l'ont dit à tour de rôle mes collègues. Donc c'est bien, c'est important ce que nous avons voulu attacher à ce sujet, en défendant une filière industrielle qui de plus est installée dans tous nos territoires avec des milliers d'emplois. Donc je revendique le fait que, oui, cet amendement était tout à fait recevable. Le deuxième élément concerne les produits. Alors, ça n'est pas tellement l'interdiction des produits qui est en cause, mais c'est la brutalité avec laquelle cette interdiction arrive. Comment imaginer que des entreprises qui ont investi pendant des années dans des process extrêmement lourds vont pouvoir, en 2 ou 3 ans, transformer complètement leur production? Ça n'est pas possible. Donc, ce qu'il faut donner, c'est du temps, comme l'ont dit encore certains de mes collègues. Je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps dans cet hémicycle, nous avons débattu du projet de loi hydrocarbures. Et là, il a fallu décider de à quel moment, en fait c'est le gouvernement qui l'avait décidé, à quel moment il n'y aurait plus de production d'hydrocarbures en France. Eh bien c'est la date de 2040 qui avait été choisie. Donc nous sommes loin des propositions qui sont faites, y compris par la Commission européenne, dans la directive de 2020 ou de 2021. Donc il me semble que là nous nous sommes exprimés les uns et les autres avec bon sens pour dire que nous devons défendre cette filière industrielle du plastique et pour dire aussi qu'il faut laisser du temps à cette filière pour se transformer. Donc c'est vraiment, je crois, le but des amendements qui vous ont été présentés et également du sous-amendement que nous allons défendre. Madame Préville, je n'avais pas été attentive à votre demande d'explication de vote. Je vous en prie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit là d'un problème de pollution, on va dire les choses par leur nom. Il y a certes une transition écologique, énergétique à faire, mais là c'est un problème de pollution, tout simplement. Les déchets plastiques finissent dans les océans. Et nos océans meurent. Je parle littéralement de morts, des poissons, des oiseaux et de tout le vivant. Nous n'avons plus le temps d'attendre.
Nous avons beaucoup trop attendu. Les déchets ne sont pas simplement ce qui est visible, c'est-à-dire un sac plastique qui flotte sur la mer. Ce sont des bouts de plastique qui sont de plus en plus petits. Et comme vous ne me croyez pas, parce que je pense que qui n'a pas vu ne croit pas, je vous conseille, la prochaine fois que vous irez sur une plage, d'aller vous pencher de très près sur le sable et de regarder. Et vous verrez, comme je l'ai fait moi-même, et j'en ai été effrayée, de tous les bouts de plastique qui sont présents là, minuscules, que vous n'arrivez même pas à prendre avec les doigts, tellement ils sont petits. Ces déchets de plastique, si on voit qu'il y en a de si petits, il y en a encore de plus petits, micro ou nano, c'est-à-dire micro qu'on peut voir au microscope et nano qu'on ne voit pas du tout au microscope. Et ces déchets plastiques sont entrés maintenant dans tout le vivant. Les poissons, on en voit dans les méduses et certainement dans nos corps à nous aussi. Alors je ne sais pas ce que ça signifie urgence en fait, car à mon sens, il y a vraiment une urgence. Les entreprises et finalement tout le monde le sait depuis un certain temps, il y avait déjà eu suffisamment de temps, à mon sens, pour réagir. Certaines entreprises l'ont fait, c'est très bien. Mais moi, il me semble que... moi, j'agis en responsabilité, je ne voterai pas ces amendements. Je pense qu'il est urgent qu'on mette stop à tout ceci. Les plastiques, pour la plupart, ne sont pas recyclés, pour l'instant. Et de toute façon, cela posera à l'avenir un réel problème. Donc, je pense qu'il y a un intérêt qui est au-dessus de tous les autres. Il y a comme une priorité, et il faut savoir ce que nous mettons comme priorité. Ceci nous concerne tous, puisqu'elle concerne notre santé, à tous. Voilà, je vous remercie. Madame la ministre. Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais juste préciser un point parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur les sensations ou autres. La directive ne comprend pas d'article 22. La référence au 22 est un considérant qui permet d'ouvrir une évaluation de cette directive de manière à aller plus loin dans les mesures qui sont préconisées par la directive. Elle sera adoptée en avril, ce qui fait avec 2 ans que c'est une mise en œuvre en 2021, comme cela est proposé par l'amendement 777 et d'ailleurs les autres amendements. Donc ça nous paraît conforme à la directive, il n'y a pas de souhait de surtransposition. Je précise également que sur les couverts, l'article 5 de la directive précise que le champ d'interdiction comprend. Il y a une liste qui est en annexe B et il y a explicitement écrit le mot couvert. Donc l'amendement que vous mentionnez, 944, est contraire à la directive. Ça, c'est technique. S'agissant de l'aspect industriel, il est clair que cette directive, elle s'applique à tous les pays européens dans un délai de 24 mois maximum. Donc il n'y a pas de sujet, je dirais, de compétition avec les autres pays européens. Vous mentionnez un point qui me paraît fort juste sur les pays qui sont hors Union européenne et qui est un sujet de politique industrielle sur lequel il me semble que la Commission européenne nouvelle aura vocation à s'emparer, et c'est très exactement le sens de la déclaration des Amis de l'Industrie que nous avons fait le 18 décembre et qui a été signée par plus de 23 pays dont 11 ministres. Et pour conclure, évidemment, nous avançons main dans la main avec les industriels dans chaque contrat de filière. Monsieur Varin, je le vois extrêmement régulièrement. Vous mentionnez, Madame, la visite à l'IMEI. C'est précisément pour soutenir ce contrat stratégique de filière et pour transformer la filière déchets et en faire une filière qui transforme des intrants des produits sortants en intrants pour de nouveaux procédés industriels. Donc c'est tout l'enjeu de transformation que nous menons pour créer des emplois industriels en France, dans les territoires. Bien, nous allons passer, je vais mettre aux voix maintenant des amendements. D'abord le sous-amendement numéro 944 rectifié, avec un avis de sagesse de la Commission et un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Sur l'amendement 932 de la Commission, avec un avis de retrait du Gouvernement, qui est pour son adoption? Eh bien, l'amendement ainsi sous-amendé est adopté et fait tomber tout le reste des amendements que nous venons d'examiner.
Toujours après l'article 8, nous allons examiner l'amendement 352 rectifié bis. Monsieur Marie. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Cet amendement s'inscrit dans la suite de la discussion que nous venons d'avoir, même s'il s'agit d'un sujet différent. Je ne suis pas de ceux qui souhaitent voir la transition écologique retardée, mais je pense, comme d'autres l'ont exprimé, qu'il faut procéder avec méthode et organiser cette transition en tenant compte de son impact sur les territoires et sur l'emploi. Et comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre Sueur, je suis un élu de la nation, mais je suis aussi un élu de mon département qui est concerné par l'amendement que je vais évoquer. Celui-ci consiste à revenir sur un autre amendement qui a été adopté à l'Assemblée nationale en seconde lecture sur la loi Egalim et qui vise à interdire la production, la commercialisation et le stockage de certains produits phytosanitaires qui ne sont plus autorisés en Europe mais qui sont commercialisés en dehors de celle-ci. La directive européenne qui régule ce secteur n'a pas décidé de revenir sur cette commercialisation à l'extérieur de l'Union européenne. Et l'impact immédiat qui n'a été ni discuté avec les entreprises du secteur, ni mesuré par une étude digne de ce nom, est particulièrement lourd, puisque 19 sites en France sont concernés, 2700 emplois directs seraient mis à mal et plusieurs milliers le seraient tout autant en amont et en aval. La mesure d'interdiction aurait des conséquences immédiates sur ces emplois. C'est la raison pour laquelle je demande à revenir sur cette partie minime de la loi Egalim et de permettre d'engager une discussion avec les entreprises du secteur, de pérenniser les emplois concernés, sachant bien évidemment que les pays qui utilisent ces produits n'hésiteront pas, s'ils sont interdits à la commercialisation en France, à aller les acheter chez nos voisins allemands, italiens et espagnols, qui, eux, continueront de les produire. J'ajouterai que la transition dans ce secteur est en marche. Il faut l'accompagner. Ces entreprises, notamment les plus importantes, se sont engagées dans la diversification de leur production et prévoient des investissements massifs dans l'agroécologie, en particulier dans les techniques de biocontrôle. Il faut leur laisser le temps de s'organiser, il faut leur laisser le temps de pérenniser et de transformer les emplois. C'est le sens de cet amendement. Nous allons examiner l'amendement 708 rectifié bis. C'est Monsieur Danesi qui va nous le présenter. Le rapporteur, alors notre amendement, alors beaucoup de collègues l'ont co-signé, est identique à celui que vient de défendre très bien d'ailleurs notre collègue Didier Marie, car de nombreuses entreprises de l'agroécologie sont concernées à travers toute la France. Et j'insiste donc sur le fait que ce sont 2700 emplois en France qui sont menacés. Menacés par quoi? Par un petit article de la loi Egalim qui prétend, lui aussi, je ne parle pas de la loi, mais de ce petit article, laver plus blanc que blanc. Et j'ajoute que l'interdiction qui a ainsi été faite aux fabricants français sera strictement sans effet sur l'utilisation de ces produits dans les pays tiers, mais surtout que ces pays pourront s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, auprès d'autres industriels au sein de l'Union européenne et conformément à la réglementation européenne. Je vous remercie. Et enfin, troisième amendement identique, le 933. Et c'est Madame le rapporteur qui va nous le présenter, Madame Lamure. Oui, donc c'est un amendement qui, comme les deux précédents qui viennent d'être exposés, revient sur une disposition qui est une surtransposition du droit européen et qui va mettre en péril l'équilibre économique de plusieurs sites de production français. C'est l'objet de ces trois amendements. Et si vous permettez, Madame la Présidente, bien sûr, je donne un avis favorable. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement sur ces amendements ?
Donc ces amendements 302 rectifié bis et 708 rectifié identiques visent à abroger l'interdiction de fabrication sur le territoire français de produits pharmaceutiques dont l'usage n'est pas autorisé au sein de l'Union européenne et destiné à être commercialisé dans des pays situés hors de l'Union européenne où leur utilisation est autorisée. Alors il est vrai, je crois que vous l'avez souligné, qu'un règlement européen encadre déjà très strictement l'exportation de tels produits. L'interdiction actuelle va donc au-delà de la réglementation européenne. Par ailleurs, en dépit de l'interdiction française, les pays de destination peuvent tout autant s'approvisionner auprès d'autres producteurs au sein de l'Union européenne ou dans des pays tiers, ce qui conduit à s'interroger sur cette mesure et son objet. Le gouvernement soutient, vous le savez, l'objectif de réduction dans le monde de produits phytopharmaceutiques interdits à la consommation au sein de l'Union européenne. La question soulevée par le Sénat concernant l'emploi industriel, plus de 1000 emplois indirects et potentiellement jusqu'à 3000 emplois concernés est néanmoins importante et n'avait pas fait l'objet d'une étude d'impact lors de l'adoption de cette mesure à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi Egalim. Dès lors, la discussion doit pouvoir se poursuivre concernant cette mesure afin d'en adopter la portée et les conséquences sur l'économie française. Vous en proposez l'abrogation et je m'en remets donc à la sagesse du Sénat en vue d'échanges complémentaires lors de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix ces trois amendements identiques. Oui, Monsieur Labbé, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous avions longuement discuté sur ces amendements. Donc il y en a un qui a été retenu et qui interdit la commercialisation de produits interdits en France et en Europe. Tout d'abord, il y a une question d'éthique. On estime ici qu'on les interdit sur nos territoires pour la protection de la santé de nos agriculteurs, de nos consommateurs, des jeunes générations, pour le respect de l'environnement, pour le respect de la biodiversité qui est très très mise à mal. De quel droit irions-nous permettre à nos entreprises d'aller le vendre à l'étranger dans des pays tiers? C'est un véritable sujet de politique forte, d'exemplarité. Alors, n'oublions quand même pas que près de 80% de l'alimentation mondiale est produite par la petite agriculture familiale qui n'utilise pas du tout les produits chimiques. Alors certes, justement, cette agriculture mérite d'être améliorée vers l'agroécologie. Là, il y aurait un travail à mener, un travail d'accompagnement pour assurer la souveraineté alimentaire des pays tiers. Mais là, nous sommes en régression totale par rapport à la loi Egalim. Enfin, une nouvelle régression. On a évoqué tout à l'heure le Conseil constitutionnel. Il y aurait beaucoup à dire sur la décision du Conseil constitutionnel. Enfin, pour le respect des textes que nous avons votés. Lors de la loi de biodiversité, nous avons inscrit dans le Code de l'environnement le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Moi, je suis sidéré par cet amendement, je tiens à le dire, et j'espère, Madame la Ministre, vous vous remettez à la sagesse du Sénat, eh bien j'espère que notre Assemblée sera à la hauteur de sa réputation. Je vous remercie. Monsieur Daudigny, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, de façon très courte, j'ai co-signé l'amendement qui a été parfaitement présenté par notre collègue Didier Marie. Donc il est bien évident que je le voterai et que je partage les éléments qu'il a présentés. Je vous remercie. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix ces trois amendements identiques avec un avis favorable de la Commission. Monsieur Sueur, pardonnez-moi, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Je voulais juste, par rapport à cet amendement, et je comprends ce qui a été dit par la rapporteure, Madame la Ministre, et j'entends bien ce qu'a dit Monsieur Labbé, mais faire état simplement d'un appel à la logique. Moi, je trouve qu'il serait cohérent qu'on interdise la vente en dehors de l'Europe de ces produits à tous les pays d'Europe. C'est-à-dire qu'aucun des pays de l'Union européenne ne pourrait les vendre. Mais si c'est seulement en France
et qu'on peut les acquérir auprès de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je suis pour l'Europe à condition que ce soit toute l'Europe et que les règles s'appliquent à tout le monde dans les mêmes termes. Voilà. Madame Prima, pour explication de vote. Pardon de prendre la parole pour un peu allonger les débats, mais vous voyez bien qu'on est dans le même sujet qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise, sans étude d'impact, sans étude du tout, et qui s'applique du jour au lendemain et qui met en péril un équilibre industriel. Alors moi, Joël, je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté amoral au fait de fabriquer des produits qu'on interdit sur notre territoire. Donc je pense qu'il faut peut-être accompagner cette décision. Et là aussi, c'est peut-être une question de temps pour permettre aux entreprises d'absorber cette décision. Et c'est certainement, notre collègue Jean-Pierre Sueur vient de le dire, une décision qui doit être une décision européenne. Donc moi, je suis très embêtée parce que je pense que la décision abrupte qui a été prise, violente et sans réflexion qui a été prise pendant Egalim, elle ne permet pas la transition. Mais on voit bien qu'on est dans le même sujet que tout à l'heure. Il faut arrêter ça, mais il faut juste donner du temps à l'industrie pour se transformer et absorber cette difficulté. Voilà. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Je vais mettre aux voix les 3 amendements identiques avec un avis favorable de la Commission et un avis de sagesse du Gouvernement. Qui est pour leur adoption? Qui est contre? Ils sont adoptés. Après l'article 8 bis, 2 amendements identiques. L'amendement numéro 41, Madame Prima va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Alors je crois que cet amendement, c'est la 3e fois que je le présente. Il a été adopté sous El Khomri, il a été adopté dans différentes... Donc je recommence parce que je suis assez têtue. Et c'est surtout un amendement de bon sens pour essayer de régler une situation qui est un petit peu ubuesque. Il y a dans notre pays des zones commerciales, des zones touristiques dans lesquelles l'ouverture du dimanche est autorisée après un certain nombre de conditions requises pour la protection des salariés. Et à l'intérieur de ces zones délimitées, ces zones commerciales et ces zones touristiques, les commerces alimentaires ne sont pas autorisés à ouvrir après 13 heures le dimanche. Donc ça fait des zones dans lesquelles tous les magasins non alimentaires sont ouverts et puis les magasins alimentaires ne peuvent pas profiter de l'attractivité de cette zone le dimanche pendant l'après-midi. C'est un déficit important de chiffre d'affaires pour eux. Voilà, c'est une ouverture qui peut aujourd'hui être acquise par une dérogation, mais c'est extrêmement compliqué. Ça demande que le préfet s'en mêle, qu'il y ait des enquêtes publiques, qu'il y ait des accords, etc. Donc voilà, je vous demande de régler cette situation qui est un petit peu ubuesque. Merci beaucoup. Merci. Un amendement identique, le 69 rectifié quater. C'est Madame Vullien qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, effectivement, les associations qui perçoivent des aides publiques d'un montant total supérieur à un seuil fixé par décret, actuellement c'est 153 000 €, sont tenues de nommer un commissaire aux comptes. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Madame Vullien, c'est le 69 rectifié quater. Alors il est défendu. C'est effectivement, je croyais que ma tablette était mieux que le papier. Le papier a encore toutes ses vertus. Il est défendu. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur ces 2 amendements identiques? Alors, le sujet qui est abordé par ces amendements est défendu par Madame Prima est tout à fait de bon sens, j'en conviens. Moi, je ne voulais pas me prononcer sur le fond, mais simplement dire que nous n'avons pas souhaité réouvrir le débat sur le travail du dimanche. C'est un débat assez conflictuel, donc c'est pour cette raison que c'est une demande de retrait. Madame la Ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Demande de retrait également. La question que vous mentionnez est bien identifiée et effectivement parfaitement légitime. Comme annoncé lors de l'examen du projet à l'Assemblée nationale, puisque cette question s'était également posée, une concertation a été engagée avec les commerçants sur ce sujet spécifique. Vous savez que les commerçants ont une certaine variété d'approches sur ce sujet. C'est le moins qu'on puisse dire. La commission de concertation du commerce a été réunie début janvier. Et nous sommes tout à fait disposés à vous associer à ces travaux avec l'objectif de déboucher sur des mesures concrètes qui pourront être l'objet d'un
introduite dans un prochain projet de loi. Monsieur Carucci, pour explication de vote. Madame la Présidente, Madame la Ministre, comme beaucoup de mes amendements ont été déclarés irrecevables, je prends ceux des autres, ce qui est assez logique. Écoutez, franchement, moi j'entends ce que répond le gouvernement ou ce que dit la Commission. Allez vous promener le dimanche dans le quartier des grands magasins à Paris. Alors, des grands magasins à Paris. Les commerces de détail alimentaire sont tous fermés l'après-midi. Tous. En revanche, si vous allez, je ne vais pas donner les étages, au sous-sol pour un des grands magasins, au 7e et 8e étage pour un autre grand magasin, tous les rayons alimentaires sont ouverts. Résultat des courses, les commerces alimentaires, eux, ne peuvent pas vendre, mais dans les grandes surfaces, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez au niveau alimentaire. Sincèrement, c'est absurde et incohérent, parce que soit on dit on ne peut pas aller acheter des produits alimentaires le dimanche après-midi, auquel cas les grands magasins ne devraient pas être ouverts, ou en tout cas ne pas avoir de tels rayons. Ou on dit on peut aller chercher des produits alimentaires et il faut que tout le monde puisse avoir accès à la concurrence. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, je voterai l'amendement de Madame Prima. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Madame Gruny, pour explication de vote. Monsieur Dubois. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais juste poser une question à Madame la Ministre. C'est de savoir si ce texte-là est bien sur la croissance des entreprises et de donner un peu de liberté aux entreprises. Parce que finalement, à chaque fois qu'on propose quelque chose où il y a un peu de liberté, finalement, on a toujours un refus. Parce que là, il n'y a pas d'obligation d'ouverture de magasins, c'est simplement de donner la possibilité. Et puis pour refaire un comparatif avec tout à l'heure ce qui se passait avec les entreprises qui produisent des produits phytosanitaires, c'est qu'en fait, on crée de la concurrence partout à l'intérieur de l'Union européenne entre les États membres, puis ici, à l'intérieur de notre pays, entre finalement des grandes surfaces, des grands commerces, et puis les petits à qui on leur interdit toujours tout. Moi, je me demande où est la liberté d'entreprendre. Merci. Merci. Madame Prima, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Évidemment, je ne retirerai pas mon amendement. Comme vous vous en doutez, moi je voudrais vous dire qu'on ne réouvre pas ici le débat du travail le dimanche. Il s'agit de zones dans lesquelles le travail du dimanche est déjà acquis. Voilà, donc il s'agit juste de mettre à égalité des commerces non alimentaires et alimentaires. Donc je ne crois pas que je réouvre ici le problème du travail le dimanche. Et je voudrais dire que dans les nombreux chefs d'entreprise brillants qui ont entouré le président de la République à Choose France il y a une quinzaine de jours, auxquels personne du Sénat n'a été invité, je leur dis quand même, parce qu'on l'a eu un petit peu sec, il s'agit de développement économique, il y avait des chefs d'entreprise dedans qui ont des commerces de ce type-là et qui sont obligés de faire des pieds et des mains pour avoir des dérogations. Donc voilà, simplifions les choses, on est dans un texte de simplification de la vie des entreprises, allons-y. Monsieur Dubois, pour explication de vote. Madame la Présidente, Madame la Ministre, moi, comme j'ai signé l'amendement 69, qui est le même, qui était donc défendu par Madame Prima, naturellement, je voterai cet amendement, qui est un amendement de bon sens. C'est du bon sens, quoi. À un moment donné, essayons de faire preuve de bon sens, tout simplement. Merci. Monsieur Gay, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Puisque nous avions déposé un amendement irrecevable, mais je vais en dire un mot. Parce que le ministre, hier, dans son intervention générale, nous disait « Ce texte est fait pour libérer les entreprises et la finalité de libérer les entreprises, c'est la création d'emplois. » Bon. Donc là, nous avons deux mesures d'affilée, une sur le travail de nuit et l'autre, maintenant, pour le travail le dimanche. Même si j'entends, ce n'est pas l'extension du travail de dimanche, c'est pour certaines zones, etc. Mais est-ce que nous pouvons évaluer? Est-ce que ça a produit l'ouverture le dimanche, le travail du dimanche et le travail de nuit? Est-ce que ça fait plus d'emplois? Non. En réalité, ça fait des heures supplémentaires pour certains salariés et je ne juge pas. Aujourd'hui, comme le travail ne paye pas et comme il n'y a pas une juste répartition de la richesse produite, un certain nombre de salariés sont contraints d'aller travailler le dimanche. D'autres
on leur impose quand même. Parce que si on parle de la grande distribution, et pour celles et ceux qui connaissent un peu, vous n'avez pas toujours le choix de refuser ou pas de travailler le dimanche. Mais nous avions un amendement parce qu'on veut contribuer à enrichir ce texte pour libérer les entreprises et la création d'emplois. Nous en avions un pour dire objectif 32 heures. Parce que le partage du temps de travail, je sais qu'à la droite de cet hémicycle, on va me répondre, mais les 35 heures, la dernière fois qu'on a créé beaucoup d'emplois dans ce pays, c'est quand on a partagé le travail et qu'on est passé de 39 à 35. Les chiffres le démontrent. Ce sont 350 000 emplois, vous pouvez refuser, mais ce sont 350 000 emplois qui ont été créés. Et donc, il faudra, et vous verrez que ce débat reviendra avec force, continuer à partager le temps de travail et surtout continuer à partager la richesse produite par le travail. C'est ces deux choses intimement liées que vous refusez aujourd'hui de débattre dans ce texte de loi de plus de 200 articles, mais pourtant qui devrait animer nos débats pour répondre à la question que Monsieur le ministre a posée hier avec force, comment créer de l'emploi en France? Madame Goulet, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, oui, c'est pour soutenir les deux amendements, celui de Madame Prima et celui de notre collègue Guidez, parce que de toute façon, cet amendement vise à permettre, ce n'est pas une obligation, donc on ne revient pas sur ce débat, mais c'est surtout pour avoir un peu de souplesse dans ce type d'opération. Roger Carucci l'a très bien dit, on est en distorsion complète non seulement de concurrence, mais aussi dans un système qui est tout à fait incohérent, et il est grand temps de mettre un peu de souplesse et de dynamisme dans ces commerces, en particulier le dimanche. Donc je n'ai pas eu l'occasion de signer l'amendement 69 rectifié, et c'est la raison pour laquelle je le soutiens en séance. Monsieur Marc, pour explication de vote. Monsieur Chassaing et Monsieur Yon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, je suis bien évidemment pour cet amendement parce que, en écoutant les propos de Monsieur Carucci, Madame la Ministre, je crois que nous venons au secours du gouvernement. Parce que, ce faisant, nous montrons que vous n'êtes pas la proie des lobbies des propriétaires des grands magasins, puisque vous autoriserez les commerces alimentaires à ouvrir à côté. Donc, je vous incite à avoir au moins un avis de sagesse. Après, monsieur. Monsieur Young, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Moi, je n'avais pas compris que Monsieur Carucci soutenait le gouvernement. Mais peut-être j'ai mal compris. Mais, eh bien, je vous présente mes excuses. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas tout à fait convaincu par votre argument, Monsieur Carucci. Parce que, bien sûr, on peut se promener boulevard Haussmann le dimanche après-midi. Mais moi, je ne suis pas boulevard Haussmann. Et je peux vous dire qu'à partir de 500 mètres autour du boulevard Haussmann, il n'y a plus de commerce alimentaire ouvert, sauf exception. Et dans ma région, à part des pâtisseries et des boulangeries, on n'en trouvera pas. Donc, il n'y a pas de raison de s'aligner sur les Galeries Lafayette et le printemps. Monsieur Chassaing, pour explication de vote. Oui, bon, mon collègue Alain Marc a déjà parlé, donc je suis tout à fait favorable à ces amendements. J'ai co-signé l'amendement de Madame Guidez, donc il est absolument certain qu'il faut essayer de donner de l'oxygène aux entreprises. Bon, je ne vais pas revenir sur les 35 heures qui ont fait entraîner des faillites d'entreprises et mis beaucoup de problèmes dans l'économie française. Et donc, je pense que maintenant, effectivement, c'est par l'entreprise qu'on développera notre pays et donc il faut absolument tout faire pour les développer. Je rappelle que les personnes qui travaillent le dimanche après-midi sont volontaires. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais donner la parole à Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, il me semble
qu'on n'est pas au contact des mêmes commerçants. Parce que les petits commerçants alimentaires, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui refusent obstinément cette mesure. Pourquoi? Parce qu'une ZTI, c'est certes une possibilité d'ouverture le dimanche, mais c'est aussi les mêmes conditions de rémunération que celles qui sont prévues dans les ZTI. Donc des conditions qui sont beaucoup plus élevées. Et ça, sur les territoires, c'est ce qui nous remonte lorsque vous y êtes aussi au contact des commerçants. C'est même une mesure qui est extrêmement rejetée par les petits commerçants de bouche. Et puis, je veux aussi vous rappeler que Boulevard Haussmann, c'est une ZTI. C'est une ZTI. Et donc, si les commerçants alimentaires peuvent ouvrir le dimanche, et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont fait effectivement... C'est une ZTI, madame. Ben si, ils peuvent. Non, et en réalité, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Ils peuvent ouvrir l'après-midi s'ils en déposent. Si. Et donner cette liberté, c'est aller contre les intérêts des petits commerçants que vous dites défendre. Mes chers collègues, je vous propose de passer au vote. Nous allons voter sur ces deux amendements identiques avec deux avis défavorables. Qui est pour leur adoption? Qui est contre? Ils sont adoptés. Et voilà pour les moments forts du débat autour de la loi Pacte. Les sénateurs sont allés plus loin que le gouvernement dans la simplification des seuils sociaux qui entraînent de nouvelles obligations pour les salariés. La gauche a dénoncé une régression sociale. Et vous l'avez vu, il y a eu un débat entre les défenseurs de l'environnement et les défenseurs des emplois industriels. Le Sénat a levé l'interdiction des ustensiles plastiques à partir du 1er janvier 2020 et a autorisé l'export de pesticides interdits en Union européenne dans des pays extra-communautaires. Cette suppression de mesures pourtant votées dans la loi Agriculture et Alimentation a été justifiée par un motif économique, car ces interdictions pourraient supprimer des emplois, notamment dans le domaine de la plasturgie et des produits phytosanitaires. Certains sénateurs ont dénoncé l'influence des lobbies. Notez que le Sénat a adopté hier la réforme de l'épargne retraite qui vise à la rendre plus attractive. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez voir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.